Maintenant que vous posez la question, je vais peut-être le dire. La variante qui avait été proposée par Dumas, qui était moins chère, la solution de base, on avait 2 rideaux de pales planches profondes tout le long de l'avenue Rayon pour protéger le chantier de l'arrivée d'eau. Et Dumas avait eu avait une idée assez intéressante qui était de dire, au lieu de faire 2 rideaux de pales planches, merci, au lieu de faire 2 rideaux de pales planches, je bois l'eau. Tout le long de l'avenue Rayan, je fais un trou sur 200 mètres. J'abaisse le niveau d'eau en pompant et je pose des cadres préfabriqués en béton armé, les uns contre les autres. Donc il économisait les 2 rideaux de pales planches. Le problème, le niveau d'eau sur l'avenue Khayyam à l'époque était tellement élevé que le fait de pomper l'eau et faire baisser le niveau d'eau aurait détruit un très grand nombre de bâtiments autour, qui étaient des bâtiments qui n'étaient pas fondés. Donc on ne pouvait pas accepter cette solution. Et on ne savait pas en fait si on était capable de baisser l'eau suffisamment, la nappe phréatique suffisamment bas, pour pouvoir poser les cadres en béton armé. C'était ça la variante de Dumas que la RATP a refusé. Qu'est-ce que vous avez fait à la fin? Ben, c'est les rideaux de pales planches, ils ont ouvert et puis effectivement, ils ont traité le peu d'eau qui arrivait, ils l'ont pompé pour le faire. Moi je n'étais plus là, hein. J'ai quitté l'Iran en fin 78. Ouais, moi aussi, il y a 60 d'années. Bon, je ne connais pas bien, par exemple, l'avenue Khayyam, je ne sais pas. Le Rayam existait il y a deux siècles. Mais moi, Je ne connais pas l'avenue Rayam. c'est peut-être que ça existait. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Tout simplement que je ne connais pas. Je vais avec l'histoire numéro 3, qui est le métro d'Athènes. Je reviendrai là-dessus si vous êtes intéressé. Je sors ma montre pour ne pas dépasser. Alors, comme toutes les autres histoires, le métro d'Athènes commence bien avant. En 1988, mon dernier patron de Bouygues, Jean-Louis Richon, était à l'hôpital pour une pancréatite aiguë. Donc je lui ai rendu visite 3 fois. Et à chaque visite était présent un de ses amis de jeunesse, Pierre Bonafé, qui était président de Sogelaire. Donc j'ai fait connaissance de M. Bonafé à l'occasion des visites à l'hôpital. Un mois après, ils m'ont appelé pour me proposer une première mission qui s'est très bien passée. Et 4 mois après, ils m'ont appelé pour me proposer une mission plus longue sur le projet du Louvre, l'extension du Louvre à l'aile Richelieu, que j'ai accepté pour une première mission de 4 mois. Je n'ai pas le temps ce soir de parler du projet du Louvre, c'est toute une histoire en soi. Et puis en 1993, les mêmes personnes m'ont appelé pour me proposer d'aller dans le groupe Alcatel-Alstom et m'occuper des projets de métro qui avaient été signés par eux. Il y avait la ligne 2 du métro du Caire et les lignes 2 et 3 du métro d'Athènes. Donc je les ai rejoints en 1993. La ligne 2 du Caire ne posait aucun problème. Ça se passait très bien, on était dans les délais, il n'y avait aucun problème technique. Le client était très satisfait de nous. Le client était représenté par un ancien général qui était un héros de guerre 73, quelqu'un de très habile, très intelligent. Un jour, il m'a montré un plan, il m'a dit, ça c'est le plan du vieux Caire, qui montre qu'il n'y a aucun vestige archéologique dans la zone du projet, donc personne n'est venu m'embêter. Et la fois suivante, il m'a expliqué que ce plan était complètement bidon, qu'il avait acheté pour quelques dollars au bazar. Mais de fait, je vois quelqu'un qui est intéressé par l'archéologie, je le rassure, on n'a trouvé aucun vestige archéologique, ni dans le tunnel, ni dans nos stations, la ligne 2 du Caire. Par contre, le métro d'Athènes allait très très mal. Quand je suis arrivé, il avait déjà démarré depuis 1 an et demi. On avait déjà plus d'1 an de retard. Et en plus, les relations entre les membres du consortium, c'était un consortium de 23 entreprises, les relations étaient extrêmement mauvaises. Pourquoi ça allait mal? Pour diverses raisons. D'abord parce que le contrat
la partie génie civil du contrat, parce que c'était un contrat clé en main, avec équipement, matériel roulant et signalisation. La partie génie civil avait été signée à perte. Et les entreprises ne souhaitaient pas assumer leurs contrats, leurs obligations. Donc cherchaient par tous les moyens d'obtenir de l'argent en plus, y compris par recours au chantage, en créant des problèmes au chantier et autres. Mais il y avait d'autres erreurs qui avaient été commises. L'une, c'était pour vraiment faire de petites économies sur le nombre d'escalateurs des stations, ils avaient relevé le profil des lignes du tunnel. Le contrat nous imposait par accès un escalateur pour 5 mètres de montée ou pour 7 mètres de descente. Et pour ne pas mettre trop d'escalators, ils avaient remonté tout le projet. Et en plus, l'étage de distribution, d'achat de billets, distribution, contrôle de billets et autres, il avait fait en escalier pour avoir moins de 7 mètres ou moins de 5 mètres dans les accès. Donc le client qui était représenté par Bechtel a refusé complètement cette conception. Donc c'était un premier blocage. Moi j'ai assisté d'abord à quelques réunions internes au groupement, au comité de direction, qui était à l'époque géré par nos deux patrons d'Inter-Infra et de Siemens. Et les gens se levaient, se criaient, montraient le poing, enfin ça allait très très mal. Je me suis dit on ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai dit à mes deux patrons, laissez-moi gérer ces réunions de comité de direction, steering committee. Eux, ils en avaient tous les deux assez de ces réunions, ils étaient très heureux de me donner le bébé, ils m'ont dit, bah, prends-le. Donc dans un premier temps, j'ai décrété que je serais à la fois le chairman du meeting et le rapporteur pour parfaitement contrôler les sujets de discussion. Ensuite, j'ai commencé à voir les sous-groupes, ils étaient partagés en 7 sous-groupes, un par un, pour voir s'il y avait des sujets sur lesquels on pouvait créer un consensus. Et donc je venais avec un ordre du jour de réunion du comité de direction sur des sujets sur lesquels il y avait un consensus et sur des sujets pour information, pour décisions futures. Et enfin, pour améliorer l'ambiance générale, au lieu de les réunir dans des petites salles de Siemens Inter-Infra, j'ai commencé à louer une belle salle à l'hôtel Continental à Athènes. Et on fournissait les jus de fruits, des gâteaux, du café pendant la réunion. Et je leur offrais le déjeuner après, aux frais du pilote Siemens Inter-Infra. Des réunions qui duraient autrefois une journée entière, comme par hasard, vers 1h de l'après-midi, les réunions se terminaient, les gens partaient déjeuner. Parce que les déjeuners étaient au frais. Vis-à-vis du client, l'affaire fut plus difficile. Je suis allé voir le chairman du client, le président du métro, et je lui ai expliqué qu'avec le conflit en cours, il était impossible de continuer à travailler. Qu'il était nécessaire d'apurer le passé en signant un avenant au contrat avec un supplément de prix, avec une extension de délai. Alors, première rencontre, je me suis très mal fait recevoir. Mais à force d'insister, il m'a présenté à son conseil d'administration. Ensuite, il m'a emmené chez le ministre. Ensuite, chez le vice-premier ministre, à qui j'avais toujours raconté les mêmes histoires. Et ça, finalement, ils l'ont accepté. Au moment où on était prêt de conclure, il y a eu des élections en Grèce. Et PASOK a gagné les élections et Néo-Démocratia a perdu. Donc je me suis trouvé avec de nouveaux interlocuteurs, parce qu'ils ont changé le conseil d'administration du métro dans son intégralité. Donc je recommençais la même histoire, et au bout d'un an, en fait, en septembre 1994, on a signé un avenant, il a été ensuite ratifié par le Parlement grec en octobre 1994. Cet avenant nous donnait 1,5 milliard de francs de plus et 13 mois d'extension de délai. On pensait à l'époque que ceci pouvait régler le problème génie civil, mais on était loin du compte, parce que les problèmes génie civil ont continué. Ces tunneliers, j'ai oublié de le dire, ils avaient fait une autre erreur. Les tunneliers qui avaient été achetés ne convenaient pas au fait qu'ils avaient soulevé le profil général des lignes.
Et on était dans des terrains instables. Et ils avaient choisi des tunneliers ouverts pour le rocher, alors qu'on était dans des terrains instables. Donc pour pouvoir faire le tunnel, il fallait traiter extensivement les terrains pour pouvoir passer. Et c'est une dépense que l'entreprise ne voulait pas encourir. Donc ils ont commencé à construire un tunnel, à faire des cratères dans les rues d'Athènes. Donc il a fallu fermer certains axes, acheter un immeuble de 10 étages pour le démolir parce qu'on n'osait pas passer en dessous. Ainsi de suite, ça s'est terminé sous le bâtiment du ministère des Finances, sur la grande place syntagma d'Athènes. Et quand le tunnelier se trouvait sous ce bâtiment, tout le bâtiment s'est affaissé d'un coup de 7 cm. Et toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, il y avait des grandes fenêtres, ont volé en éclats. Il a fallu, bien sûr, vider le bâtiment, des salariés, le ministère est resté vide, il a fallu trouver un autre bâtiment pour les loger. Et en fait, l'entreprise a arrêté les travaux de tunnel à ce moment-là.